Alors c'est le moment d'accueillir en ligne avec nous notre invité du jour, c'est vous, docteur Catherine Lacronière, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors vous êtes médecin nutritionniste à Paris et avec vous donc on va parler de ce régime cétogène. Alors d'abord dans les grandes lignes on va dire, c'est quoi? Moi ce que j'ai en tête c'est maigrir avec du gras et rien que du gras, donc comme ça a l'air cool hein. Écoutez Mélanie, vous avez tout à fait raison, en effet. C'est vraiment juste le contraire de ce qu'on raconte depuis des décennies, c'est-à-dire qu'en fait, on va changer le carburant de l'organisme et on va vous nourrir principalement de graisse en diminuant beaucoup les sucres qui d'habitude sont la principale source d'énergie de l'organisme. On va laisser aussi un peu de protéines, mais juste ce dont le corps a besoin. Et Catherine, juste pour qu'on comprenne bien, dans une alimentation classique, quelle est la répartition entre les glucides, les protéines et les lipides? Alors c'est pas du tout ce que je viens de vous raconter. Donc en fait les glucides sont la principale source d'énergie, le fuel de notre organisme. Sucre, il représente voilà le sucre tout à fait, glucides sucre. Il représente entre 40 et 55% de nos calories quotidiennes. Ouais. Quant aux graisses, c'est-à-dire les lipides, c'est 35 à 40% et pour le reste, les 10 à 20% restants, ce sont des protéines. Et comment on change la balance alors quand on passe au régime cétogène? On va arrêter de manger tout ce qui contient des sucres puisqu'on va avoir moins de 10 et parfois même moins de 5% d'apport en sucre. Donc il va y avoir énormément d'aliments interdits et on va favoriser au contraire une alimentation très riche en graisse. Et c'est quoi, 80% de gras? Enfin combien sur le bol alimentaire de la journée on va dire? Ça commence à 70%, ça peut aller à 80% et ça peut même monter dans certains cas très spécifiques comme des épilepsies chez l'enfant qui résistent au traitement médicamenteux, on peut aller jusqu'à 90% d'apport en graisse. Jimmy, vous allez vous transformer en plaquette de beurre. Mais du coup Catherine, comment est-ce qu'on fait si on n'a plus de glucides? Vous avez dit c'est du carburant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un autre carburant ailleurs, on va puiser dans les graisses justement? Exactement, c'est-à-dire que c'est comme une voiture qui n'a plus son fuel principal, et il faut qu'il aille chercher quelque chose d'autre. Et bien en fait, il va transformer les graisses en un métabolite intermédiaire qui s'appelle les corps cétoniques. Ça se passe au niveau du foie, et ce sont ces corps cétoniques qui vont fournir l'énergie au corps. Et d'ailleurs, ceux qui font un jeûne s'en rendent compte parce que les corps cétoniques, ça a un effet extrêmement désagréable. Ça vous donne une mauvaise haleine. Donc quand vous avez une mauvaise haleine, on a le masque jeûnez, en ce moment, donc ça évite. Exactement, ça évite ce genre de problème. Mais donc, ce sont les graisses qui vont subir une transformation puisque le corps ne trouve pas son apport en sucre habituel. Docteur Lacronière, vous expliquez donc le régime, c'est finalement réactiver notre cétose naturelle. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus, c'est quoi finalement physiologiquement cette cétose ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à partir du moment où on ne vous donne plus de sucre, vous allez, au tout départ, dans les premiers jours, utiliser ce qui vous reste de réserve de sucre dans le corps. Ça s'appelle le glycogène. Ça se trouve au niveau du foie et ça se trouve au niveau du muscle. Il se trouve que ce glycogène est relié à des molécules d'eau. Donc, comme vous allez l'utiliser, vous allez vous déshydrater. Et c'est pour ça qu'au départ d'un régime cétogène, vous avez une perte de poids extrêmement rapide. Parce qu'en fait, vous perdez de l'eau. Une fois que vous n'avez plus de ce glycogène, eh bien, vous allez utiliser les graisses, d'une part fournies par l'alimentation, puisque c'est tout ce qu'on vous donne à manger finalement, pour les transformer en corps cétoniques, mais vous allez également utiliser les graisses qui sont stockées dans les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes, qui vont elles aussi se transformer en corps cétoniques. Et tous ces corps cétoniques vont jouer le rôle de carburant. Et au bout de combien de temps cette cétose va se mettre en place? Est-ce qu'il faut attendre très longtemps? Alors c'est une moyenne de 72 heures, en fait c'est 2 à 4 jours. Maintenant il y a certaines personnes chez qui ça peut mettre plus de temps. Et c'est pendant ces 72 heures qu'on a une mauvaise haleine ou est-ce que ça dure tout le long? Ah non, ça dure parce qu'à partir du moment où vous fabriquez vos corps cétoniques... Exactement. Alors c'est nouveau ce régime cétogène parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en entend beaucoup parler ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de stars, d'actrices, de mannequins qui s'exposent avec des pertes de poids spectaculaires. Mais est-ce que ça existait déjà? Ça vient d'où? Alors ça date des années 20, mais du siècle dernier. Ah oui, quand même. Donc voilà, oui, vers 1920, en fait, on l'a utilisé, on l'a inventé au départ pour les enfants épileptiques qu'on n'arrivait pas à traiter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces corps cétoniques, ils ont une action probablement contre les convulsions. Et puis il est tombé un peu dans l'oubli à partir du moment où on a eu des médicaments contre l'épilepsie. Et il est revenu, entre guillemets, à la mode ces dernières années pour plusieurs raisons. Parce qu'il reste quand même certaines maladies rares
où l'épilepsie ne peut pas être traitée ou est résistante aux médicaments. Et puis, en effet, comme vous le dites, on en a parlé pour des pertes de poids extrêmement rapides. Les sportifs, certains en tout cas, en ont fait un petit peu leur cheval de bataille. Et on en parle également pour l'aide à la prise en charge de certains cancers ou de maladies neurodégénératives. Mais justement, est-ce qu'il y a des maladies ou des cancers dans lesquels on a des preuves de l'efficacité de ce genre de régime? Vous l'avez dit, on a commencé avec l'épilepsie, mais est-ce qu'on a des données un peu solides pour nous dire effectivement ça aide à lutter, je ne sais pas, contre le stress oxydatif ou améliorer certains cancers? Alors c'est là on fait toujours extrêmement attention. Il y a en effet des études qui ont vu qu'avec certains cancers du cerveau, qu'on appelle les neuroblastomes ou les glioblastomes, des cancers du côlon, du pancréas, de la prostate ou du poumon, mais je dis certains d'entre eux parce que ce n'est pas forcément le cas de tous. Eh bien, on arrivait à limiter la croissance de la tumeur avec ce régime. Mais là, dans ce cas-là, il faut bien comprendre que c'est l'équipe médicale qui décide de la mise en place de ce protocole qui est extrêmement codifié et pour certains cancers uniquement, pas pour tous. Donc on ne peut pas faire de l'amateurisme avec ça. On a également pu avoir des informations sur le fait que ça pourrait aider à limiter l'évolution de la maladie d'Alzheimer, mais il nous manque beaucoup d'études encore. Donc la seule chose aujourd'hui que l'on peut dire, c'est que pour les formes d'épilepsie grave, surtout chez l'enfant, eh bien il y a un intérêt. Alors, en dehors du côté pathologique, on va dire, il est bon pour qui ce régime, en dehors de Gwyneth Paltrow et de la famille Kardashian, finalement? C'est quel profil de patients qui peuvent se lancer dans ce régime sans risque, on va dire? En tout cas, si c'est pour maigrir, je veux dire. Alors sans risque, ça va pas. Là, il y a un pléonasme, on peut pas parler de ça parce que c'est un régime extrêmement restrictif et par définition, voilà, un régime restrictif, ça risque de conduire à une reprise d'autant plus importante. A priori, on va pas dévoiler notre bilan de santé, mais on est plutôt en bonne santé, on est jeune, on n'a pas de facteurs de risque particuliers, on veut perdre du poids, est-ce que ça pourrait être bien? Alors ça peut être bien si vous êtes en effet aidé et suivi, si vous connaissez les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir après penser à s'éloigner parce qu'on va sentir de la bouche, on a compris déjà. par exemple. Et puis alors si vous avez trop de cholestérol, eh bien il faut éviter parce que ça va augmenter le taux de cholestérol. Si vous présentez ce qu'on appelle une stéatose hépatique, un foie gras en quelque sorte, ça va pas améliorer les choses. En revanche, on a montré que ça pouvait améliorer le taux d'un autre type de graisse qui s'appelle les triglycérides et même le taux de sucre. Mais attention, ça n'est pas conseillé, c'est pas le régime à conseiller en cas de diabète. D'accord. Catherine Lacronière, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.